Alors voilà, nous sommes au dernier séminaire donc, du IMPEC et le dernier qui clôt donc, à l'atelier Goffman qui a eu lieu toute cette année. Et c'était vraiment extraordinaire de pouvoir justement avoir un spécialiste dont je vous montre deux des derniers livres au sujet de Goffman, justement, un auquel il a collaboré et coordonné par Pascal Lardelier, et puis l'autre donc coédité avec Wendy Litzowitz, qu'on a déjà vu ici dans le séminaire. Donc voilà, c'est donc Yves qui va nous parler de Goffman et les écrans, et vraiment déjà un grand merci pour avoir cherché déjà à répondre à la demande qui est quand même assez pointue et bon, différente de la façon dont on a l'habitude d'aborder Goffman. Donc merci en tout cas déjà de l'attention d'avoir cherché à s'intéresser à notre thème à nous. Donc je te laisse la parole et donc on continuera la discussion juste après. Très bien, non, avec grand plaisir. Donc merci à tous, merci à toi pour l'invitation. C'est vrai que c'était un peu, je ne vais pas le croire, hein, c'est pas juste une parole en l'air, mais un défi pour moi, non pas de replonger dans Goffman, ça je peux mettre une cassette et ça repart, mais de m'interroger sur le rapport qu'il pourrait y avoir entre, on va dire brièvement, Goffman et les écrans, et d'une manière plus générale, Goffman et les sujets, pour moi, très techniques sur lesquels vous travaillez. Quand je vous ai entendu, certains d'entre vous, ce matin, ou quand oui, en tout cas pour tous ceux qui sont présentés ce matin, je dis, oula, attention là, hein, il va falloir que je m'accroche, parce que je n'ai jamais travaillé personnellement sur les interactions médiées. Je suis mal à l'aise, même personnellement, ok d'accord, j'ai un téléphone comme tout le monde, mais il ne faut pas me demander de faire du Skype ou du machin. Alors Skype, ok d'accord, j'y arrive, mais très vite, je perds pied, ça m'énerve. On m'a demandé si j'avais un PowerPoint, non. Hein. Les petits papiers me suffisent. Mais c'est plutôt le signe d'un déclassement prochain, quoi. Hein. Bon, voilà. C'est comme ça, il faut se l'avouer, il faut se le dire en face. Bon. Donc pour moi, c'est pas juste un numéro que je répète, c'est plutôt, et là je demanderai un peu peut-être votre patience, en tout cas beaucoup d'indulgence, parce que c'est vraiment un work in progress. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y aura beaucoup de progrès à faire. C'est plutôt une manière de me tester sur un thème que je n'ai jamais abordé. D'où l'intérêt d'avoir une discussion ensuite pour essayer de le construire ensemble. Un domaine ou sous-domaine qui n'est pas totalement neuf. Hein. Je vous disais dans la petite note que vous avez dû recevoir qu'en fait, et vous-même au cours de l'année, vous avez dû repérer cette littérature, il y a maintenant, depuis peut-être une dizaine d'années, nombre de chercheurs de la deuxième, troisième génération post-Goffmanienne, je veux dire qui n'ont pas connu Goffman de son vivant, qui cherchent à voir dans quelle mesure Goffman est pertinent pour travailler, par exemple, l'usage des portables. Bon, il y en a quelques-uns, peut-être que vous connaissez ce bouquin, Contemporary Goffman, que je peux sinon faire circuler parmi vous, où vous retrouverez un certain nombre de textes sur l'utilisation qu'on peut faire de Goffman quand on essaie d'analyser l'utilisation des portables. Hein. Il y a des textes comme celui d'Itreberg, dont je vais me servir, un peu plus ancien, Erving Goffman as a Theorist of the Mass Media, où il essaye de dire, bon, il n'y a pas que la notion de face dans la vie, quoi, et je vais me servir de ce texte pour essayer justement d'aller chercher un certain nombre de notions de Goffman qu'on a tendance à négliger, et qu'Itreberg a fait remonter à la surface. Donc, ce n'est pas, et je ne vais pas faire une revue de la littérature, hein, vous l'avez là, et cette revue n'est sans doute pas complète. Donc, nous sommes en face d'un phénomène intéressant, c'est un auteur qui n'a jamais, à la force des choses, l'évolution technologique n'était pas là pour l'inviter à le faire. Un auteur qui n'a pas eu la chance de travailler sur un développement technologique et qui se voit post-mortem réexploité pour étudier ces développements qu'il n'a pas connus. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs en sociaux qui ont, si je puis dire, cette chance-là. Hein. Mais c'est ce qui arrive à Goffman. Et moi-même, si vous voulez, j'ai surtout travaillé, vous le savez, sur la biographie de Goffman. Je me suis enfoncé dans 2-3 domaines, mais qui pouvaient être contemporains de Goffman.
c'est la première fois que je me retrouve à essayer de baliser ou d'explorer avec vous un domaine que Goffman lui-même n'a pas connu. Et je trouve le défi intéressant, même si par moments on risque peut-être de tirer un peu trop sur la corde. J'y reviendrai. Alors toujours dans la littérature que j'ai récupérée, parlant de séminaires à Thierry l'Ancien, il a eu gentillesse de m'envoyer ce numéro que vous connaissez sans doute, que vous avez peut-être exploité. Je dois bien dire que je l'ai reçu trop tardivement pour le lire, mais au moins ça renforce encore l'idée que la littérature sur les écrans, les médias, nouvelle génération et autres, est en pleine effervescence. Alors, comment je vais m'y prendre ? Je vais partir, évidemment, je vais m'appuyer sur 2 exercices qui me sont faciles, et puis j'essaierai d'avancer un peu plus. Premier constat et première interrogation et première piste possible, c'est que si nous utilisons l'anglais, en français nous avons écran. En anglais, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons screen. Mais je me dis c'est bizarre parce que pas loin de screen, on aurait shield. Et je me dis là, il y a peut-être déjà là une piste. Parce que chez Goffman, dans Behavior in Public Places, il y a le terme involvement shield. Et je l'ai bien en tête parce que quand, dans la nouvelle communication, il y a très longtemps, au siècle dernier, au début des années 80, allez hop, j'ai proposé un chapitre d'un ouvrage non encore traduit de Goffman, avec d'ailleurs l'accord de Goffman, à qui j'avais soumis le choix. Il m'avait dit ouais, allez-y, c'est bien, c'est important, la notion d'engagement. Je me retrouvais déjà confronté à la traduction de Involvement Shield. Et ce que je disais, écran contre l'interaction. Et finalement, j'avais choisi une traduction un peu plus audacieuse, qui était, enfin audacieuse, bon, j'avais dit plutôt, ensuite voilà que le terme m'échappe maintenant. Parce que depuis lors, d'autres traducteurs ont retraduit écran contre les engagements. Alors que moi-même, j'avais... Voilà. J'aurais dû revérifier moi-même mon texte. Mais peu importe, il reviendra. Mais, vous voyez, on a là quelque chose qui est intéressant. Shield, screen, pas loin non plus. Je pense qu'il faut déjà souligner frame, parce que c'est le cadre d'un écran, c'est aussi le cadre de l'interaction. Le mot, évidemment, on y reviendra, est une poupée russe. On peut, les gigognes, on peut toujours trouver un cadre derrière le cadre, et nous en aurons besoin tout à l'heure. Et puis, justement, ah oui, voilà, mon terme, c'était par engagement. Donc, l'écran contre l'engagement, comme parachute. Mais ce terme de par engagement n'a pas pris dans la langue française. Et aujourd'hui, les traducteurs comme Daniel Sefai, quand ils ont traduit Behavior in Public Places en français, comment se comporter en public, qui est sorti l'année dernière chez Economica, a repris écran contre. Pourquoi pas ? Bon, soit. Mais la notion d'engagement reste, comme Goffman le disait lui-même, très importante. Et nous en aurons sans doute besoin tout à l'heure. Donc, si vous voulez, première piste, un balisage notionnel en essayant de jouer avec les échos, les renvois qu'il pourrait y avoir entre le shield, le screen, le frame et l'involvement. N'en disons pas plus pour l'instant. Je suis simplement en train, en quelque sorte, de poser mes outils sur la table ou de poser les cartes avec lesquelles je vais jouer tout à l'heure. Alors, les cartes qui me sont plus faciles encore, ce sont évidemment les biographèmes, les cartes biographiques, les anecdotes que j'ai pu accumuler au fil des années, en essayant chaque fois que j'en présente de ne pas tomber dans 2 écueils. Le premier écueil, ce serait celui, on va dire, de l'anecdotisme. Les anecdotes pour les anecdotes, elles sont amusantes, bien sûr. Il y a toujours un petit côté croustillant, sinon voyeuriste, à raconter le Goffman tel que vous n'en entendrez plus jamais parler. Bon, mais so what, à un moment donné, l'exercice ne suffit pas. Cela dit, on ne peut pas tomber dans l'autre écueil, diamétralement opposé, qui est de dire que
l'anecdote va expliquer l'œuvre. Hein. Sinon, on est dans une relation causale entre la trajectoire personnelle d'un auteur et son œuvre. Certains ne s'en sont pas privés dans les études littéraires, et on va se retrouver alors dans un topic des études littéraires, Comte Sainte-Beuve de Proust, enfin, tout ce qui va animer pendant quasiment 2 siècles la question chez les littéraires de savoir si une œuvre peut ou non s'expliquer par la vie de son auteur. Hein. Et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ces dernières années un retour du biographique après que nous ayons tous vécu une époque structurale où la vie de l'auteur n'avait plus rien à voir avec son œuvre, et qu'il faut se tenir en quelque sorte à mi-chemin, donc ne pas tomber dans l'écueil du biographisme, hein, mais ne pas non plus tomber dans l'écueil d'un anti-biographisme qui voudrait que l'œuvre même de l'auteur ne puisse s'expliquer que par l'œuvre, d'une manière interne, structurale en l'occurrence. Moi-même, j'ai toujours essayé, si vous voulez, de trouver une relation qui ne soit pas donnée comme une relation causale, mais qui ne soit pas juste donnée comme une relation purement anecdotique ou accidentelle, entre un certain nombre de faits de la vie de Goffman, autant que j'ai pu les reconstituer, et ce qu'il a pu lui-même proposer dans son œuvre. Alors, je vais vous en énoncer, vous en raconter, parce que je pense qu'effectivement, on peut aussi passer par le narratif, en vous donnant mes sources pour vous dire, attention, certaines de ces anecdotes sont peut-être un peu sujettes à caution, parce qu'elles sont faites d'un informateur qui avait peut-être tendance à se vanter un peu de sa proximité avec Goffman, par exemple, ou c'est une anecdote que je n'ai pas pu croiser. En général, les anecdotes, j'essaie de les croiser à partir des récits de plusieurs informateurs, mais parfois je n'ai qu'une source. Alors, par exemple, je démarre sur... je disais dans mon petit texte que Goffman était très à l'aise devant l'écran cinématographique. Et de plusieurs sources, je sais que Goffman était ce que j'ai appelé dans ma biographie de 88 un scopophile. Ça fait pervers, hein, mais c'est simplement un amoureux des images étymologiquement. Hein, phile, philia, scopos, enfin bref, scopophile. Mais il n'y a qu'en psychanalyse qu'on utilise ce terme. Hein, je ne sais pas si finalement ça s'utilise encore aujourd'hui, mais peu importe. Je disais qu'il était scopophile parce que d'une part, toute sa vie, il avait collectionné des pubs dans Time, dans Life, il arrachait, il collectionnait, faisait des piles, et puis finalement, ce corpus lui servira dans son livre Gender Advertisement, hein, qui n'est toujours pas traduit d'ailleurs complètement en langue française, mais vous avez des extraits ici et là, à la fois dans Actes de la recherche et dans mon bouquin sur la ritualisation de la féminité. Et par ailleurs, Goffman a toujours été un fanat de cinéma. C'est sa sœur qui me le disait, sa sœur qui était elle-même devenue actrice de cinéma. Hein, on a pu la voir dans toute une série de films. Elle s'appelait Bay, B-A-Y, du nom de son mari. Et c'est sous ce nom de Bay qu'on la verra dans les drumming de films. Et peu importe, tout ce que je veux dire ici, c'est qu'ils allaient ensemble au cinéma à Winnipeg. Ils allaient à la fois au théâtre, mais voir surtout ce qu'on appelait alors des burlesques, hein, qui étaient des spectacles un peu légers, plutôt des comédies musicales, un peu fantaisistes, parfois un petit peu déshabillés, peu importe. Il ne devait pas l'être trop à l'époque, mais soit. Et du film. Et Goffman, toute sa vie, j'avais d'autres informateurs qui me disaient que très souvent, quand on allait le voir à Philadelphie à la fin de sa vie, il vous invitait au cinéma. C'était à la fois une manière de couper court à la conversation qui pouvait peut-être l'énerver, et en même temps, c'était comme un geste d'amitié, il emmenait un visiteur au cinéma. Il voyait un film de plus, et bon, pour ne pas trop bavarder de la fin. Donc il y a cette dimension visuelle chez Goffman, et on peut dire rapport à l'écran. Rapport à l'écran aussi, et rapport également au cinéma. Là, j'ai plusieurs informateurs. J'en parle dans mon livre, mais en même temps, je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout de ma conclusion. J'en avais quand même fait un des éléments de la constitution de l'habitus secondaire de Goffman, c'est qu'il est peut-être pas prouvé, mais attesté qu'il a été stagiaire au National Film Board, à l'Office canadien du film,
en 44, sinon même déjà en 43. Qu'a-t-il fait exactement? C'est difficile à dire. Vous savez qu'un Anglais, lui-même cinéaste documentariste, avait été engagé par le gouvernement canadien en 1939 pour remonter cet office canadien du film et produire des documentaires. Et pendant la guerre, l'Office canadien du film va accueillir des jeunes qui n'étaient pas, pour différentes raisons compliquées, invités à partir au front et qui se retrouvaient par centaines à Ottawa, à l'Office canadien du film, où ils ont produit plusieurs centaines de films sur le Canada. Et ces films participaient officiellement de l'effort de guerre alliée. Il s'agissait d'envoyer ces bobines de films aux troupes au front, il s'agissait de les envoyer dans des villes alliées, il s'agissait de montrer déjà ce que serait le Canada après la guerre. C'est aussi l'époque où le film d'animation canadien va naître. J'oublie le nom, Christian, tu vas peut-être me le rappeler, le fondateur du film d'animation canadien a fait ses armes au National Film Board dans les années de guerre, sous la houlette de Grierson. Et quelque part dans cette pépinière, parce que c'était un moment très, très inventif sur le plan cinématographique, il y a Goffman. Qu'a-t-il fait exactement? Sa veuve m'a dit un jour que Irving lui avait dit que bon, tout ce qu'il avait fait, c'était emballer des boîtes de films pour les expédier à gauche et à droite. D'autres m'ont dit ben, tout ce qu'il faisait, c'était feuilleter des magazines pour nous trouver des scénarios possibles. Bon, et certains m'ont dit qu'il avait non peut-être pas produit des films, mais qu'il était avec eux sur les tournages, à gauche et à droite au Canada. Rien ne m'empêche de dire, mais rien non plus ne me permet de l'affirmer solennellement, qu'il était dans la salle de montage avec ses copains. Auquel cas, je pourrais dire que c'est là qu'est né Frame Analysis. Parce qu'on peut dire que Frame est au fond un film, un livre cinématographique. C'est d'ailleurs Burt Whistle qui m'avait mis sur la piste. Je m'en souviens encore. Lui, il ne m'avait pas entraîné au cinéma, il m'avait entraîné chez le coiffeur pour ne pas perdre de temps. Donc, tandis qu'il se faisait couper les cheveux, Burt Whistle me disait il faut toujours penser Goffman comme quelqu'un qui écrit des films. Mais il a utilisé un support écrit, il a utilisé la plume, mais il a fait des films dans sa vie. Et c'est normal, il a été formé au National Film Board. Je me dis, mais de quoi il me parle? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et puis en grattant, en écrivant à ses anciens copains, enfin, j'ai pu recouper le truc, et de fait, Goffman a passé au moins 3 mois de sa vie à l'Office canadien du film. Et on peut au moins supposer qu'il a baigné dans un climat scopophile, encore une fois, ou en tout cas de fervent d'images, d'écran, s'il faut encore replacer le terme une fois. Bon, voilà, il y a ça, mais pas plus. Hein. Alors, troisième anecdote, qui peut avoir son importance, mais encore une fois là, il faudrait sans doute investiguer plus, et ça devient de plus en plus difficile. Il a fait sa thèse de maîtrise quand il est arrivé à l'Université de Chicago, et plus tard sa thèse de doctorat, sous la direction de Lloyd Warner, qui est un Anglais, qui est arrivé aux États-Unis, d'abord qui a travaillé sous la direction de Radcliffe Brown en Australie, chez les Murunjin, une tribu aborigène, puis qui a émigré aux États-Unis, donc, qui a voulu reproduire le travail ethnographique, mais ce n'était pas du travail en immersion, c'était du field work, comme on le faisait à l'ancienne, c'était on prend 30-40 étudiants, on découpe la ville en secteurs et on demande aux étudiants de s'occuper chacun d'un secteur et d'aller poser des questions aux habitants du secteur en question. Mais ce qui est intéressant, c'est non pas tant la méthodologie de Warner, mais le fait qu'il ait été un des premiers professeurs de Chicago à construire une firme d'enquête qui s'appelait Social Research Incorporated. Et il vendait son expertise à CBS, à NBC, et il faisait des enquêtes d'opinion. D'abord pour la radio, pour tester par exemple la popularité d'une nouvelle émission de radio. Et puis quand la télévision est apparue, aux alentours de 53 par là,
il a commencé à tester l'installation progressive des habitudes télévisuelles des Américains. Il se faisait payer, il prenait ses étudiants qui étaient payés à leur tour, soit pendant leur thèse, soit après leur thèse de doctorat, et il a d'ailleurs sorti une préface à l'ouvrage de Rainwater, qui s'appelle Living with Television, qui est sorti vers 1957, une préface d'ailleurs très punchy, où il se moque de ses collègues en costard de velours, qui n'a aucun sens de la réalité nouvelle des États-Unis, réalité nouvelle qui est fondée sur la diffusion massive de la télévision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Goffman fait une thèse de maîtrise consistant justement à tester la réception d'émissions de CBS. Ça ne veut pas dire qu'il a eu une familiarisation avec la télévision naissante, mais il n'empêche que, au retour de son terrain dans les Shetland, Goffman va venir se réinstaller avec femme et enfants cette fois, à Chicago, et qu'il va reprendre ses contacts avec Warner. C'est à l'époque où il sympathise beaucoup avec Howard Becker, et tous deux ne vont pas travailler directement pour Warner, mais ils vont être au courant de ce que Warner fait, et notamment Goffman va suivre quelques cours dans un comité, puisque l'université de Chicago était construite non pas tant sur des disciplines, enfin il y avait des piliers, mais il y avait aussi des passerelles. Et ces passerelles en discipline, ça s'appelait des comités. C'était des comités thématiques qui permettaient de relier les disciplines. Et l'université de Chicago crée un nouveau comité qui s'appelle le Comité sur la communication. Vers 1900, il démarre, il balbutie en 1949 et il prend son envol jusqu'en 54-55, et puis Chicago, pour des raisons étonnantes, l'arrête. Bon, c'est Bernard Berolson qui demande à ce qu'on l'arrête. Cela dit, Goffman va donc suivre vers 52-53 des cours où l'on ne pourra pas manquer de parler de télévision, ce qui était très nouveau. Il va entendre parler de cybernétique, et d'ailleurs il y a des théories de l'information, et il y a des termes de théorie de l'information et de la cybernétique que l'on va voir apparaître dans sa thèse de doctorat qui date de 1953. Et il va être, si vous voulez, un peu comme Warner, aux avant-postes de la modernité. C'est ça qui est assez surprenant chez Goffman, qui ne projette pas l'image d'un bonhomme particulièrement avant-gardiste, ni dans ses choix, ni dans sa vie, ou dans quoi que ce soit. Mais quand on observe de près, là où il s'est positionné, par exemple à Chicago, c'était ce qu'on pourrait appeler en anglais le cutting edge de Chicago. Il n'y avait que quelques étudiants qui osaient aller suivre des cours sur la communication avec des gars comme De Grazia, Staples, Berolson, enfin Suttles, bon. Puis des gens très connus. Enfin, encore que quand vous faites l'histoire de l'émergence de la sociologie des masses médias aux États-Unis, vous repassez par ces gens-là. Ils sont incontournables. Ils ont fondé la discipline. Et Goffman était parmi eux. Donc, voilà, ça ne dit rien, et en même temps, ça montre que Goffman, très tôt, s'est intéressé à ces questions. Même si on ne voit pas apparaître directement dans ses premiers livres des questions portées sur la radio, la télévision, les médias naissants. Mais, bon, toute petite anecdote, je crois que c'est la 4e. Vous savez que Goffman a travaillé dans les casinos à partir de 57-58, quand il s'est installé avec femme et enfant, encore une fois, à Berkeley, et très vite, avec sa femme, il partait à Las Vegas, à Reno, il jouait, et plus tard, mais je ne sais pas à partir de quand, peut-être après le décès, le suicide de sa femme en 63, bon, il a continué à travailler dans les casinos jusqu'à quasiment 67, avant de partir à Harvard, et à partir d'un certain moment, il va être de l'autre côté, il va être croupier. Il portera le pantalon avec des longues poches pour pouvoir mettre plein de jetons dans les poches. Il apprend les règles. Et donc, à partir d'un certain moment, il est très conscient qu'un casino, c'est en fait constitué d'écrans, c'est-à-dire de glace sans teint. Puisqu'il écrit dans une lettre à Everett Hughes,
que les filles qui servent les verres aux tables sont constamment surveillées par les gars qui sont derrière les glaces sans teint. Au point, dit-il dans une lettre, qu'elles n'osent même pas réajuster la bretelle de leur soutien-gorge. Ça, c'est une anecdote, évidemment, une phrase à la Goffman, restée célèbre parmi les aficionados, mais ça montre son souci du détail. Et ça veut dire aussi qu'il était très conscient que, comme joueur, peut-être, mais surtout comme croupier, il savait qu'il était observé. Et que donc on était dans une espèce de dispositif hypnotique, si on veut, permanent. Les casinos. Avant-dernière anecdote, moi-même, quand j'ai suivi ces séminaires à Pennsylvania, et je les ai suivis de manière irrégulière, mais entre 76 et 79, par là, 80, parce que j'ai fait mes études en 76-78, et à un moment donné, j'ai dû choisir. Soit je prenais son séminaire, soit je prenais le séminaire de Bert Wissel. Parce que, comme par hasard, ils avaient mis leur séminaire aux mêmes heures, mêmes dates. Enfin, ils étaient en compétition pour la célébrité. Et Bert Wissel était un peu jaloux, apparemment, que son élève, Goffman, était devenu plus célèbre que lui. Bon, donc, séminaire, même jour. Choisissez moi qui même me suive. Bon. Et donc, je vais chez Bert Wissel, que je trouvais assez extraordinaire, tandis que Goffman, bon d'accord, mais enfin c'était un peu rêche, je ne comprenais pas tout, il n'était pas très bon, il pouvait lui arriver de lire les épreuves de ses bouquins pendant 2 heures pour essayer d'ennuyer les étudiants et qu'ils le lâchent. Donc, voilà, c'était pas très sexy. Cela dit, rétrospectivement, je voudrais pouvoir faire le malin aujourd'hui en disant « Oui, tu non, j'avais juste l'autorisation d'aller au séminaire quand je voulais, ce qui était déjà un privilège très rare. Je crois que c'est dû au fait que l'année avant de partir aux États-Unis, j'avais suivi le séminaire de Bourdieu, et Bourdieu m'a dit « Ah, si vous allez chez Goffman, allez-y de ma part, machin. » Donc quand je me suis présenté chez Goffman, j'ai pu dire c'est Bourdieu qui m'envoie, donc du coup j'avais une sorte de passe-droit sur les autres étudiants qui ne pouvaient pas se permettre d'aller chez Goffman à la carte. Bon. Toujours est-il que chaque fois que je suis allé, et surtout à partir de 76, donc j'étais rentré en Belgique, mais je retournais régulièrement en Pennsylvania, et chaque fois que j'en avais l'occasion, je me faufilais dans le séminaire de Goffman, et je me souviens d'une fois où on était tous face à un écran de télé, il essayait d'analyser une émission, je ne sais plus quelle soap opera, et il n'y arrivait pas. Il patinait. Il faisait du commentaire sur les acteurs. Ah, regardez, enfin il racontait l'histoire. Ça ne tenait pas la route. Et c'était rigolo de voir Goffman incapable d'analyser avec ses propres concepts ce qui était là. Ce n'était pas son truc. Confirmation de ça, beaucoup plus récente, je ne sais plus où j'en suis dans mes anecdotes, mais je veux insister un peu là-dessus parce que finalement, je suis retourné aux États-Unis en 2012, un semestre, j'aurais une sorte de nostalgie de mes études des années 70-80. Je suis retourné à Villanova, petite université près de Philadelphie, et parmi les enquêtes, enfin les informateurs que je voulais encore voir, parmi les enquêtes que je voulais encore faire, il y avait John Carey. J'avais repéré le nom de John Carey à plusieurs reprises. Il était remercié dans Gender Advertisement. Goffman cite sa thèse dans... non, peut-être pas dans les cadres de l'expérience que dans Radio Talks. Je lui écris, je le retrouve, on se retrouve à New York. Et comme je vous le disais dans mon petit abstract, John Carey était vraiment très content de parler, de me filer toute sa doc, et de me dire, et de me confirmer dans l'idée que Goffman était très nul quand il s'agissait d'analyser des médias. Il s'y intéressait, mais ça le dépassait un peu. Et au fond, il s'était... Mais ça, c'est l'interprétation de John Carey. Et quand je vous disais tout à l'heure, certaines de mes anecdotes, je ne les tiens que d'une source. Donc, attention. Et dans ce cas-ci, je ne tiens mon rapport à John Carey que de John Carey, qui est un monsieur qui était finalement très content qu'on reconnaisse tout l'intérêt, toute sa... Enfin, voilà, c'était... D'après lui, il était le monsieur média de Goffman. Il avait une expérience professionnelle des médias, c'était un homme de télévision, un homme de radio, et il a fait sa thèse avec Bert Wissel et Goffman, tout en continuant à faire du coaching pour députés, sénateurs, lors de campagnes campagne électorale. Et
c'est un gars qui a fait alors ensuite une carrière mi-privée, mi-académique, mais plutôt privée qu'académique, donc pas très connu dans les milieux académiques, il a publié très peu, et donc quelque part, se voir reconnu quelqu'un qui vient d'Europe pour lui demander 30 ou 40 ans plus tard de parler de sa relation à Goffman, évidemment qu'il en a remis 3 couches. Hein. Et donc, il faut savoir un peu raison garder, mais je ne sais pas comment raison garder. C'est-à-dire que je n'ai pas, si vous voulez, une deuxième personne au moins qui me dirait « Ouais, Carey, il t'a enfumé, quoi. » Non, je ne peux pas. Si vous voulez, je suis bien obligé de vous donner ce que Carey m'a dit, comme Carey me l'a dit. Hein. J'ai aussi une lettre qu'il avait écrite à un autre collègue qui est vachement intéressante. Mais bon, ok, ce n'est jamais que ce que Carey veut bien écrire. Vous voyez? Donc en termes de, comment dirais-je, méthodologie, là, il faut être prudent. Toujours est-il que c'est intéressant. En ce sens que, il me dit, j'étais un media person. Goffman, et ça c'est des notes, bon, on a eu un déjeuner, pendant le déjeuner j'ai pas pris note, j'ai pris mes notes juste après le déjeuner, donc c'est des notes reconstruites, hein, pas prises au cours de l'entretien, et je vous en traduis certains éléments parce que ça vous donne un profil de Goffman comme homme de médias, hein, qui évidemment n'est pas exactement l'homme de médias que Hitreberg peut avoir connu. Je veux dire, Hitreberg est un Suédois, un Norvégien plutôt, qui reconstitue post-hoc comment Goffman peut être envisagé comme un théoricien des médias. Mais il n'a pas connu Goffman et il n'a pas connu Carey. Donc ce que je peux vous donner de mon entretien avec Carey, je ne pense pas que personne puisse jamais vous le donner quelque part. Il faudrait juste que j'écrive un jour sur Carey pour dire, bon c'est bien Hitreberg, mais enfin il manque des trucs, quoi. Peu importe. Donc, Carey comme media person de Goffman. Il me dit Goffman était de plus en plus intéressé par les médias. Et c'est vrai qu'il va quand même terminer ses travaux sur une analyse des radio talks, donc des annonceurs radiophoniques. Dans les cadres de l'expérience, vous avez nombre de suggestions de talk shows, hein, de débats à la télévision. Donc, effectivement, on peut voir que Goffman s'approchait des écrans. Même si c'est l'écran derrière le studio. Goffman est allé pendant quelques mois dans un studio à Philadelphie, derrière la vitre, observer ce qui se passait entre le journaliste et ses invités, ou entre l'annonceur et ses platines, hein, au moment où il lance le disque. Donc Goffman, le dernier terrain de Goffman a été un terrain concernant les médias, concernant la radio. Bon, intéressé, ça c'est autre chose. Bon. Oui, une anecdote que je vous donnerai dans un moment encore. Alors, pour résumer, hein, parce que c'est compliqué, je ne vais pas essayer de vous lire ici. Si Goffman n'était pas bon devant l'écran, on peut proposer que la raison en est qu'il était beaucoup plus intéressé par ce qui se passait derrière l'écran. Ce que l'expérience de Carey qui intéressait Goffman, c'est celle de la façon dont la réalité se construit derrière la caméra, avant même que les caméras ne tournent. Ce qui l'intéressait, c'était la façon dont le journaliste utilise son téléprompteur. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont le journaliste prend les pieds dans son téléprompteur. Il y a d'ailleurs nombre d'anecdotes dans les cadres de l'expérience sur une fiche qui est passée à un journaliste qui ne comprend pas qu'on n'est pas en train de lui donner le nom de son invité, mais d'une caractéristique ou d'un trait biographique de son invité, et le journaliste lit au micro, et je vous présente Monsieur who is going to London. Non, bon. Et donc, il y a une rupture de cadre, enfin bon, on est parti alors pour une analyse en termes de cadre chez Goffman. Mais je vous donne cette anecdote, non pas pour illustrer rupture de cadre, mais pour illustrer l'intérêt particulier qu'avait Goffman pour la télévision et pour l'arrière du décor d'une certaine manière. Il voulait voir comment la réalité
de la télévision ou de la radio se construisait, le offstage. Et il a utilisé Carey comme un informateur qui lui fournissait toute une série d'anecdotes et toute une série d'informations techniques sur la façon dont la réalité on stage ou on screen était élaborée. Évidemment, on est à une époque encore relativement balbutiante. Mais par exemple, Carey va me dire que Goffman et lui ont mené une étude qui n'est jamais sortie, ou presque. Enfin, j'ai des bribes ici, mais bon, si ça vous intéresse, je peux faire sortir ça pour prendre quelques références. C'est ce qu'on appelait le two-way cable television à l'époque. Donc on est en 78, et Goffman et Carey vont faire une évaluation des usages communautaires de la télévision interactive. Donc on est dans les balbutiements, on est à Reading, en Pennsylvanie, profonde, rurale, et ils essayent de voir comment on commence à se servir du câble, de la télévision câblée, avec les premières expériences où les gens peuvent demander des choses ou peuvent répondre à des interpellations du journaliste. Techniquement, c'est pas fluide, mais Goffman est là avec Carey. De même, me disait Carey, qu'ils vont analyser une vidéoconférence entre des médecins de Philadelphie et des médecins d'une petite communauté rurale. C'était l'époque où l'on pensait que l'on pouvait faire de la supervision médicale sans obliger le médecin superviseur à se déplacer. Et apparemment, l'étude que Goffman et Carey vont proposer à cet hôpital, c'était que ça ne marchait pas parce qu'à l'écran, on voyait un médecin très chic de l'hôpital universitaire de Philadelphie. Il ne portait même pas sa blouse. Le signe de distinction suprême pour un grand patron médical, c'est de ne même plus porter sa blouse, d'être en veste avec bow tie, avec un nœud papillon. Et ça énervait beaucoup cette interprétation de Carey, les ploucs de médecins de province, qui eux-mêmes devaient garder la blouse, et qui se sentaient humiliés ou déconsidérés par ces grands patrons universitaires qui venaient vers eux sans même porter la blouse blanche. Et donc, la recommandation de Carey et Goffman avait été de fermer les écrans, de faire uniquement du travail par téléphone, de façon à ce que les médecins soient à égalité. Voilà, bon, j'en sais pas plus, je ne sais pas où est l'étude, c'est un truc dont je n'avais jamais entendu parler, donc je n'entendrai sans doute plus jamais parler. Carey me dira aussi que pour lui, Frame Analysis a été un bouquin fondamental, mais qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin d'utiliser le vocabulaire, style, bémolisation, modalisation, machin, mais que c'est toujours dans sa tête. Quand lui-même, Carey, fait encore aujourd'hui des études de dispositifs télévisuels, il se dit toujours fidèle à la pensée de Goffman et du Goffman des cadres de l'expérience, mais sans convoquer son vocabulaire spécialisé. C'est dire que pour Carey, la télévision reste une réalité construite, et ce qu'il va toujours essayer de faire, c'est dégager les emboîtements de cadre, c'est repérer les ruptures de cadre, c'est faire en sorte que la télévision ou tout dispositif écranique ne soit pas naturalisé, que le travail de construction réémerge, surtout lorsque la sophistication est telle que l'on pourrait penser que tout cela va de soi. Bon. Une dernière anecdote, elle est assez étonnante. Carey me dit qu'il allait souvent chez Goffman et qu'il s'installait au premier étage sur des high stools, donc des petits fauteuils de bar en quelque sorte un peu haut, qu'il se penchait par la fenêtre et qu'ils observaient la vie ordinaire sur les trottoirs en contrebas. C'est comme ça, au fond, Goffman faisait ses observations, du premier étage de sa maison sur Rittenhouse Square.
Et ça ne m'étonne pas parce que moi-même un jour, je m'étais retrouvé, parce qu'il n'aimait pas recevoir dans son bureau, il proposait plutôt qu'on aille le voir chez lui. Et à un moment donné, je suis en discussion sur ma thèse de doctorat avec lui, puis il est intrigué parce qu'il semblait apercevoir sur le trottoir. Et c'était en fait un couple constitué d'un photographe et d'un modèle. Et le modèle posait contre la... Enfin, je l'ai reconstitué la scène, parce que je ne l'ai pas vu moi-même. Hein, il me l'a décrit. Je n'avais pas osé me lever, il me dit « Oh, that's funny ». Et c'était donc un modèle qui posait, le photographe qui prenait rapidement des photos. Et c'était exactement comme Carrig et Goffman quand ils observaient des trucs. Donc, si je dis ça, c'est à la fois parce qu'au fond, encore une fois, ils travaillaient avec une vitre sans teint, derrière un écran en quelque sorte, non vu, mais bon, protégé de l'interaction immédiatement, donc sans prendre de photos. Goffman n'a jamais pris beaucoup de photos dans sa vie, pas plus qu'il n'aimait être pris en photo. Il ne filmait pas non plus, autant que j'ai pu jamais le savoir, mais il observait avec cet écran transparent entre lui et ses sujets. Et d'ailleurs, le jour où je suis allé chez lui et qu'il observait le modèle et son photographe, il a conclu son analyse en disant je me demande comment je pourrais leur foutre un procès pour utiliser, sans son autorisation, la façade de sa maison. Donc, c'était rigolo, sa manière de penser. Hein. Je crois qu'il m'a dit, mais je le dis de mémoire, I wonder how I could sue them. Je me demande comment je pourrais les attaquer en justice. Voilà, bon, hein, pensée goffmanienne un peu tordue, mais en même temps, il y avait plein de choses là-dedans. Hein. Comment est-ce qu'un photographe et son modèle s'approprient un espace privé, mais c'est un espace public aussi, mais est-ce que la façade d'une maison, qui fait la façade face à la rue, fait partie de la propriété privée ou de la propriété publique? Et bon, c'est parti pour un tour, hein. C'est pas une question si facile que ça. Et donc, le prendre sous l'angle de la justice est peut-être un bon analyseur de la question de la propriété. Bon, bref. En plus, il n'avait pas de très bon caractère. Non, moi je l'avais constaté. Ah oui, mais toi, tu as peut-être... Ouais, il a toujours été sympa avec moi, mais tout le monde m'a toujours dit qu'il avait très mauvais caractère. Hein, et que pour certains, c'était juste de la mise en scène pour tester les réactions, les interactants. Mais dans certains cas, je pense que c'était juste son caractère bilieux, quoi. C'était pas un type vraiment rigolo, hein, il est tendu dans la vie. Hein. Donc voilà pour une série de petites anecdotes. Et on peut se demander, on en fait quoi? Peut-être pas grand-chose à ce stade-ci. Hein. Encore une fois, comme je disais au début, ce sont un peu des éléments qu'on dépose sur la table en se disant, bon, tout ça va finir par faire sens, tout ça va finir par construire un aspect de la disposition intellectuelle de l'habitus secondaire tertiaire de Goffman, de quelqu'un donc, qui ne travaille peut-être pas avec des écrans, mais soit, on peut dire derrière des écrans, c'est-à-dire qu'il veut aller au-delà du miroir, mais ce qu'il essaye de voir, c'est ce qui se passe dans le studio de télé, ou dans le studio de cinéma, ou dans le studio de radio. Ou alors, toujours derrière les écrans, mais alors ce sont des écrans transparents, un petit peu comme quand il était très conscient du fait que dans son casino, il était constamment observé par des responsables du casino derrière leur glace sans teint, et lui-même utilisait sa propre maison comme un laboratoire avec sa glace sans teint quelque part. Sa fenêtre était son lieu de travail. Et pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Ce serait malhonnête d'extrapoler et de dire voilà, un Goffman inconnu qui se révèle, c'est un peu too much. Mais voilà, si Goffman et les écrans il doit y avoir, au moins il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent contribuer à affermir cette idée. Étape suivante, ce serait peut-être de repartir d'un certain nombre de concepts à l'œuvre chez Goffman, ou qui ne sont pas à l'œuvre, en tout cas proposés par Goffman, qui permettent de travailler les dispositifs médiatiques ou technologiques sur lesquels vous-même vous travaillez aujourd'hui. Ce ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, des dispositifs que moi-même je maîtrise, je l'ai dit au début, et c'est encore moins des dispositifs sur lesquels je travaille. Mais, élément pour la discussion qui va suivre, ça me paraît très intéressant
à ce stade-ci, de les proposer ou de dire, tiens, à propos, vous pourriez peut-être aussi travailler avec cette notion-là. Ou, pour le dire autrement, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec cette notion Goffman-là? Elle me paraît très pertinente pour vos travaux. Parce que, le plus souvent, quand vous lisez, j'ai pas tout lu hein, dans cette littérature que j'ai fait circuler, là, dans le bouquin de Jacobson, ou quand vous lisez, là j'en avais encore une, mais ça casse pas trop patin canard, c'est Frederick Aspling, qui a The Private and the Public in Online Presentation of the Self. C'est une thèse de maîtrise à l'université de Stockholm, quoi. Je sais pas comment ça m'est revenu, mais enfin bon, je l'ai. Oui, je crois que c'est Wendy qui est extraordinairement sophistiquée quand elle fait venir des trucs. Et elle m'avait dit, tiens, ça t'intéresse, ou balance-le-moi, je l'ai imprimé, je l'ai vu, bon, so what? So what, pourquoi? Parce que c'est constamment la même idée de la gestion des impressions. Et c'est un petit peu comme si, et Hitreberg lui-même le dit dans son texte, je pense que le texte d'Hitreberg est sans doute un des meilleurs dans cette littérature. Je n'ai pas tout lu, loin de là, mais je trouve quand même que là, c'est bien, Hitreberg, hein, c'est un costaud. Alors que, bon, je ne sais pas si vous avez lu Trevor Pinch, bon, soit, alors que c'est un grand monsieur, apparemment, des études STS, en sciences et technologies en société. Mais peu importe. Ce que je dis, comme le dit Hitreberg, c'est que trop souvent, quand on a essayé d'appliquer Goffman, enfin l'œuvre de Goffman, les concepts de Goffman, au travail sur écran, aux relations en ligne, on a réduit Goffman à la gestion des impressions. Comment on se présente sous son meilleur aspect ou en espérant ne donner à l'autre que la meilleure partie de soi-même. Soit dans un échange par mail, soit dans un échange sur Facebook où la photo apparaît, mais que de toute façon on est encore une fois on stage quand on est sur écran et qu'on essaie de gommer le on stage. Alors on peut peut-être aller un peu plus loin en disant qu'il va falloir repérer la faille, un petit peu comme au début de présentation de soi, où Goffman dit que, sachant que l'autre va tenter de faire bonne figure, on va essayer de repérer la crevasse, c'est-à-dire la transpiration sur le visage, sous les bras, et que ce sont ces détails corporels qui vont donner la vérité de la personne, du self. Mais que l'autre, sachant que l'autre va essayer de le repérer, va donner du faux given off, hein, du faussement lâché, comme on a traduit en français, si je me souviens bien. Et qu'on est là dans une espèce de spirale de quête de l'authenticité construite à coup de faussement lâché. Donc, si vous voulez, la gestion des impressions plus ou moins sophistiquées va être la seule partie de l'œuvre de Goffman qu'on va le plus souvent utiliser dans cette littérature apparue depuis le début des années 2000, étudiant l'applicabilité de Goffman aux relations en ligne. Ce que dit Hitreberg, c'est qu'il y a bien d'autres concepts qui permettraient de travailler les relations en ligne. Il en donne deux, et j'en donnerai un troisième, et on pourra en trouver d'autres. Ou j'en donnerai peut-être deux et lui deux. Les deux notions qu'il donne, et peut-être dois-je aller plus vite parce que vous connaissez le texte d'Hitreberg. Je ne sais pas, vous travaillez avec le texte d'Hitreberg vous-même Non, mais justement... il dit, n'oubliez pas, et c'est vrai que j'aime bien cette notion, c'est la notion d'hyper-ritualisation. Donc la notion d'hyper-ritualisation vient de gender advertisement, de ritualisation de la féminité. Il dit, les publicités sont intéressantes non pas par elles-mêmes, elles le sont peut-être pour elles-mêmes, mais surtout pour ce qu'elles disent de la société. Parce que le publicitaire qui met en scène des hommes, des femmes, vous connaissez le thème de la ritualisation de la féminité, hein, c'est de montrer que les femmes sont toujours présentées comme des enfants, super excitées, alors que les hommes sont toujours protecteurs, parentaux, etc. Bon. Il dit, mais d'où ça vient, ces dispositions? L'imagination du publicitaire, il n'a jamais pu la puiser que dans la société extérieure, au large. Et donc, lire la publicité, c'est lire la société. Les ritualisations de la société sont en quelque sorte reproduites au carré dans les publicités. Et il les appelle donc des hyper-ritualisations. Il aurait peut-être pu dire des méta, enfin il a utilisé hyper-ritualisation. Hein.
Alors, je n'ai avec moi que la version anglaise, hein, mais bon, je vais essayer de te traduire. Quelles sont les différences entre les scènes décrites dans les publicités et les scènes de la vie réelle? On peut répondre l'hyper-ritualisation, la standardisation, l'exagération et la simplification qui caractérisent les rituels en général sont, dans les pauses commerciales, dégagées, sinon c'est compliqué quand on essaie de traduire sans filet. Je reprends ma phrase, et je vais peut-être la retraduire autrement. Les rites se caractérisent par la standardisation, l'exagération et la simplification. Et dans les pauses que l'on trouve dans les publicités commerciales, on retrouve ces comportements à un degré d'exagération, souvent recadré sous forme de non-sérieux, de moquerie, d'attitude bébé. Et il dit, les publicitaires conventionnalisent nos conventions, stylisent ou simplifient ce qui est déjà une stylisation, donnent un usage frivole de ce qui est déjà considérablement découpé du contexte. Leur hype est l'hyper-ritualisation. C'est mal traduit, j'aurais dû prendre le temps de récupérer ce passage dans la traduction de rituel de la féminité. Mais pour reformuler mon idée et avancer une étape plus loin, c'est que ce que nous donnent à voir les publicités, c'est-à-dire des rituels au carré en quelque sorte, est-ce que les discussions en ligne ne nous les donnent pas à voir également, dans certains cas? Et je ne sais pas ce que sont ces certains cas. En d'autres termes, est-ce que la notion d'hyper-ritualisation ne serait pas utile pour également analyser les conversations en ligne ou les MOOCs? Je ne suis pas... ou les jeux sérieux, ou dits sérieux. Je vous donne un exemple, et qui est un peu improvisé, parce que je n'ai jamais travaillé sur de tels corpus, et indirectement, je ne suis pas, pour l'instant, d'étudiants sur ces questions. Mais s'il y en avait un qui me demandait de le suivre dans une analyse de MOOCs ou de jeux sérieux, ce qui me... Bon, l'autre jour, je vois un jeu sérieux tel qu'il a été créé par l'antenne du CNAM de Nantes. Et il s'agit de sensibiliser les entreprises aux différences de genre, c'est-à-dire on vend ce kit à des entreprises, elles invitent leurs employés et leurs agents à participer aux jeux sérieux, et l'objectif pédagogique est de sensibiliser les agents aux différences subtiles entre hommes et femmes, et aux façons dont les hommes continuent à vassaliser ou à ancillariser les femmes, et le jeu sérieux entraîne les uns et les autres à se retrouver dans un rôle un peu exagéré, mais qui est le leur, après tout, dans la vie ordinaire de l'entreprise. Donc, vous voyez où je veux en venir. Le jeu sérieux entraîne les employés à ritualiser leur rituel ordinaire. Et donc, il se pourrait bien que la notion d'hyper-ritualisation puisse, dans ce cas-là, comme dans d'autres, être utile pour analyser certains jeux sérieux. De la même manière que, dans certains MOOCs, la façon dont le prof s'adresse à ses élèves m'apparaît comme une exagération du prof enthousiaste, plein de dynamisme, qui essaye d'entraîner les étudiants qu'il ne voit pas dans son propre enthousiasme ou dans sa propre fébrilité. Ou bon. La notion d'exagération me paraît très importante. De la même manière que Goffman parle beaucoup d'exagération dans les pauses publicitaires,
ce qui l'entraîne à proposer la notion d'hyper-ritualisation. Et on pourrait se demander si l'exagération, notamment l'exagération émotionnelle, ou l'exagération dans l'engagement, pour reprendre ce terme, ne serait pas une piste intéressante pour analyser les comportements à l'écran. Piste, pas explorer. Je vous le donne comme ça. Et j'avance parce qu'il est 3h moins 5 et qu'il nous faut 1 heure. On a jusqu'à quelle heure? 4h ou 4h30? Oui, on va garder, disons, 3/4 d'heure. Oui, bien sûr. Non, mais j'en ai pas pour beaucoup voilà. plus longtemps, mais je ne vais pas élaborer trop, autant laisser. Oui, tout à fait. Ces morceaux pour... Bon. Alors, une autre notion, un peu compliquée, mais je vous disais dans mon abstract, il faudrait quand même qu'on se mette tous à lire ça. Oserais-je vous dire que je ne pense pas l'avoir jamais lu, complètement. Il m'est tombé des mains comme il est tombé des mains dans le monde. Il y a quelques étudiants courageux qui m'ont dit l'avoir lu, et je me souviens bien d'une de mes étudiantes à Liège qui l'avait lu en allemand, parce qu'elle faisait partie de cette petite communauté germanophone belge, et elle m'a fait un mémoire éblouissant qui est l'application des cadres de l'expérience à la réalité construite d'une émission de télévision où elle était hôtesse. Elle accueillait les invités, elle leur faisait boire un verre, elle les faisait patienter, puis à un moment donné, son rôle était de les inviter à prendre place sur les fauteuils, sur le plateau, à se retirer, à veiller à ce qu'il n'y ait pas de verre sale sur la table basse devant eux, ou veiller à ce que, ils ne puissent pas le renverser d'un geste en parlant. Donc, elle avait parfaitement compris le travail de Goffman, et elle avait utilisé ça jusqu'au bout. Chapeau. Donc, certains de mes étudiants ont été plus courageux que moi, et j'ai toujours dit, urbi de Rombi, que gamme de l'expérience, c'est l'expérience ultime quand on veut travailler sur Goffman. Mais franchement, c'est compliqué, et je ne pourrais jamais vous en vouloir de me dire que vous avez jeté l'éponge après 30-40 pages, ou que vous avez lu le résumé de Heinisch. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je retrouvais une lettre de Heinisch qui date de 27 novembre 85, me disant merci de m'avoir cité, ou je ne sais pas quoi, peu importe. Mais c'est vrai que son petit texte de 20 pages où elle synthétise Frame Analysis, c'est à peu près ce qu'on a fait de mieux, et pour la plupart des cas, on a juste besoin de ces pages-là. Et c'est bon, on peut mouliner, bémolisation, modalisation, King, machin. On peut se disputer avec Javot sur le fait de savoir si, il faut plutôt traduire ceci par cela, ou bref, peu importe. Mais personne n'est vraiment entré dans le dur. Je veux dire, personne n'est jamais allé au-delà de la première centaine de pages, quoi. En général, on cite plutôt les définitions de la préface, et puis, Cela dit, quand on veut, par exemple, reprendre les pages de Goffman sur le théâtre dans une perspective de cas d'analyse, on voit que le bonhomme a avancé dans sa tête, quoi. Il n'est plus en 52 en train de commencer à mouliner le bouquin qui sortira en 56 à Édimbourg, en 59 aux États-Unis. Donc, ça vaudrait la peine d'un jour tous s'y mettre, quoi. Ça vaudrait peut-être même la peine un jour de traduire le bouquin et de faire un vrai index. C'est-à-dire, pour Frame Analysis, le travail extraordinaire que Cephai a fait pour Behavior in Public Places. Mais peu importe. Je voudrais juste prendre une notion que me suggère Itterberg. Et tout à l'heure, avant qu'on ne démarre, là, dans les 5 minutes qu'on avait, j'essayais de retrouver la citation en langue française, j'y arrivais pas. C'est toujours compliqué. Et c'est là aussi où il faut savoir gré à Cephai. C'est que pour chaque notion dans son index, il a été donné la page dans l'original anglais. Bravo, il y a peu de chercheurs qui font ça. Et c'est très utile. Parce que là, j'ai essayé de retrouver dramatic scripting. Dramatic scripting, ça fait partie des réitérations chez Goffman. Donc Goffman dit, quand on est parti dans les upkeying, c'est-à-dire dans les recadrages d'une expérience, il en est de plusieurs genres, et il y a notamment les cérémonies ou les répétitions techniques. Bon. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec les cadres de l'expérience, et je vais peut-être me permettre de vous donner l'exemple que je donne toujours à mes étudiants. Supposons que, ceci est filmé, d'accord, mais ça ne gêne personne et ça ne me gêne même pas. Mais supposons que le service audiovisuel, ou je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui ici, à l'école normale, ou mieux, que je ne sais quel
opérateurs de télévision soient venus nous demander l'autorisation de nous filmer en séminaire et aient disposé leurs grosses bécanes autour de nous, eh bien, il y aurait eu un premier cadre, ceci est un séminaire, et puis un deuxième cadre, ceci est un séminaire télévisé, ou qui va passer un jour, bon, disons, ça dit, Christian, on est parti dans tes trucs pour une discussion qui ne s'arrêtera pas à 16 heures. Mais il y aurait, peut-on dire, un cadre dans le cadre, et nous aurions sans doute tous fait comme si nous étions encore un peu plus engagés que nous ne sommes. Vous auriez peut-être tapé encore un peu plus frénétiquement sur vos claviers. J'aurais peut-être un geste plus engagé, c'est le cas de le dire, hein, avec peut-être une fermeté dans le bras, je sais quoi. Difficile de prévoir ce que la télévision et les caméramans ou les perchemans nous auraient fait faire. Mais ils nous auraient sans doute subtilement engagés à faire comme si, tout en faisant notre job, je veux dire, d'étudiants et je veux dire de séminaristes et d'enseignants. C'est ça les cannes de l'expérience. Hein. C'est les mille et une façons subtiles de produire une réalité dans la réalité tout en vivant qu'une... Enfin bon, bref. Et donc, parmi les multiples concepts que Goffman va proposer pour essayer de dégager couche par couche de quoi sont faits ces multiples cadres de l'expérience ordinaire, il va proposer, et c'est là où je suis mal parce que je ne connais même pas la traduction française, les scripts dramatiques. Alors il dit, les scripts dramatiques reprennent toutes les séries d'expériences personnelles décrites qui sont disponibles pour une participation vicariante de la part d'un public ou d'un lectorat, tout particulièrement quand il s'agit des productions standards qui sont offertes commercialement à un public par le relais d'un médium comme la télévision, la radio, les magazines, les livres, etc. En d'autres termes, pour lui, si je comprends bien en traduisant, le script dramatique, c'est au fond l'engagement dans le récit que vous offre une lecture ou que vous offre une émission de télévision ou même, c'est un genre maintenant quasiment obsolète, le récit radiophonique. C'est que Goffman considère que l'expérience que vous aurez tandis que vous êtes, j'allais dire engulfed, pris, emporté par le flot du récit, est une expérience qui en soi mérite d'être analysée par la sociologie. Je pense que c'est ça. Et si je reviens à Hitterberg, lui-même dit, est-ce qu'on ne devrait pas servir de cette notion de dramatic scripting pour analyser ce qui se passe online, pour l'ensemble des réalités dans lesquelles nous nous engouffrons lorsque nous sommes peut-être dans une discussion qui peut avoir plusieurs réalités. Bon, d'accord, si vous êtes sur Skype, ce n'est peut-être pas une réalité narrative. Mais si vous êtes dans une discussion avec un jeune homme, si ça existe, ou une jeune femme légèrement dénudée dans une interaction qui ne se donne pas à voir ou qui ne se donne même pas à dire, vous êtes engagé dans un récit à un deuxième, troisième degré où vous n'avez pas envie d'apparaître, vous prenez un pseudo. La jeune femme, vous ne savez pas où elle est dans le monde. Il y a là une expérience étrange qui est, vous le sentez bien, on stage, mais en même temps, effectivement, quand elle remet la bretelle de son soutien-gorge, elle en a encore un, c'est effectivement quelque chose qui est réel, mais en même temps totalement fake. Voilà. C'est peut-être là où la notion de dramatic scripting peut avoir son intérêt. Je n'en sais rien. Je donne ces éléments-là pour la discussion tout à l'heure, et peut-être pour des corpus que vous pourrez me proposer. Deux dernières notions. Ce sont des vieilles notions de Goffman. Working consensus, accord de travail, ça a été traduit également par accord temporaire. Je pense que la notion d'accord temporaire est importante parce que c'est elle qui conditionne dans
l'appareil conceptuel classique de Goffman, l'idée de la plus grande importance de la continuité dans l'engagement par rapport à la rupture et la demande de réparation. Si vous êtes sur Skype et qu'à un moment donné, votre correspondant s'en va parce que, bon, il coupe, par exemple, un téléphone qui se met à sonner, vous n'allez pas lui faire la gueule parce qu'il vous a quitté des yeux. En bon, si vous appliquez Goffman, il y a une rupture d'engagement, il y a une offense, et vous êtes en droit de demander une réparation. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est plutôt l'application de l'accord de travail. Vous n'allez pas en vouloir faire respecter vos droits à votre interlocuteur, vous allez simplement continuer à parler et attendre qu'il vienne se réinstaller devant vous et vous regarde à nouveau, soit dans les yeux, soit dans sa caméra, comme le fait notre correspondante là à l'instant. Et donc, l'accord temporaire serait peut-être un analyseur des interactions, au moins sur Skype, et peut-être d'autres, vidéoconférences, où on se permettra, les uns les autres, des incartades qui ne seront pas mises dans la liste des offenses. On est dans le vocabulaire goffmanien classique, mais il peut encore être utile de temps à autre, mais au moins on échappe à la face et à l'impression, impression management et tout le bastringue, comme le font les auteurs, et il en est peu, à ma connaissance, qui utilisent aujourd'hui la notion d'accord de travail, alors qu'elle me paraît importante dans le dispositif notionnel de Goffman. Dernière notion, pour ne pas être trop long, mais c'est aussi une manière de boucler la boucle. Vous vous souvenez que tout à l'heure je vous disais, tiens, il y a shield et il y a screen, et il y a involvement shield, il n'y a pas engagement, que je ne retrouvais plus. Je me demande si la notion de involvement shield, de par engagement, ne serait pas utile dans certaines situations d'interaction médiée. Parce que il y a objectivement, bon, je suis en face à face avec mademoiselle, mais tout se passe comme s'il y avait malgré tout un écran, ne fût-ce qu'au travers du fait que on se regarde, elle ne me regarde pas, je ne suis pas en train de l'appeler à me regarder dans les yeux. Je pense que c'est la situation même qui veut qu'elle ne me regarde pas. C'est le dispositif technologique même qui veut que, contrairement à l'interaction où il y a une obligation morale de regarder dans les yeux, au moins assez régulièrement, sinon pour provoquer une impression de mépris, de désintérêt, de disinvolvement, de désengagement. Dans le cas de la conversation Skype, et surtout de celle-ci où il n'y a que moi qui parle, et où il y a en face quelqu'un qui écoute et qui parfois donne des signes de son engagement en fermant les yeux très vite, ou en approuvant, ou en nodant, en faisant bouger la tête, mais c'est tout ce que j'ai comme signe de son engagement. Je n'ai pas le signe principal qui serait le regard dans les yeux. Et donc, c'est un petit peu comme si le par-engagement qui est... Bon, je construis le truc comme ça, sans filet. Bon. Le par-engagement est une manière licite de se protéger de l'interaction. Goffman dit dans ce texte qui se trouve dans Behavior in Public Places maintenant, comment se conduire en public, et il se trouve par ailleurs dans la nouvelle communication. Goffman dit, si vous êtes au restaurant, que vous ne voulez pas vous faire reconnaître de quelqu'un qui aurait le droit de venir vous saluer parce que vous êtes dans un partage visuel ou un partage physique d'espace, vous calez derrière la personne, vous essayez de ne pas vous faire voir. Bon, truc classique. Bon, ici même, l'écran constitué même par le dispositif technique permet à la personne, de manière légitime, de ne pas tenter de regarder dans les yeux, ou de ne pas tenter de construire une interaction qui serait aussi proche de l'interaction en face à face que le dispositif pourrait le permettre. En tout cas,
il y aurait sans doute... Ce que je voudrais proposer, c'est un test de l'applicabilité d'un certain nombre de notions de Goffman qui sont restées un peu comme ça, à la traîne. Bon, on les a un peu perdues de vue. Il y en a tellement. Hein. Quelqu'un en aurait dénombré 900. Je ne sais dans quelle thèse, quelqu'un a fait des fiches avec chaque notion de Goffman. Et il est arrivé à peu près à ce chiffre, que j'ai retrouvé un jour dans un texte. Bon, des liens. Hein. Mais en voilà 4 parmi les, pas les plus inconnues, hein, elles sont relativement connues, mais on ne les mouline pas, on ne les utilise pas si souvent que ça. Et quand je dis test, c'est dire, tiens, je prends une Wolfman Shield et j'essaye de voir ce que je peux en faire pour analyser une situation comme celle que je suis en train de vivre avec mademoiselle. Désolé de vous servir, de vous, mademoiselle, comme cobaye, là, hein, qui m'écoutez. Mais c'est comme ça qu'on pense. Et je ne suis même pas sûr que ce que je viens de dire est très cohérent. C'est pas très grave. Hein. Dans la discussion qui va suivre, peut-être que nous arriverons à sortir de l'impasse dans laquelle je suis, vous l'avez vu, en train de m'enfermer, mais ce n'est pas, encore une fois, très, très important. Ce qui me paraît utile, c'est de vous montrer le geste, intellectuellement parlant, qu'il faut faire pour se forcer à utiliser une notion et à la tester, c'est un crash test, quoi, hein, jusqu'à ce qu'elle pète, ou jusqu'à ce qu'elle bloque, ou jusqu'à ce qu'on doive rétro-pédaler en disant, bon, on arrête, ça ne mène nulle part. Mais peut-être que ça va mener, peut-être qu'à un moment donné, à force de cogner, on va se dire, on a là quelque chose. Hein. La notion d'involvement shield, de par engagement, peut permettre de faire remonter à la surface une des dimensions qui n'avait pas été repérée jusqu'à présent de l'interaction médiée, notamment dans une situation de Skype. Voilà, proposition, hein. Je n'ai pas démontré mon truc. Où il faudra s'y reprendre à plusieurs reprises pour arriver à soit battre en retraite, soit à faire le breakthrough, comme on dit, hein, le passage, genre, ah, on a quelque chose en main. Voilà, donc je boucle là. Hein. Ce que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment un exercice sans filet. Je vous avoue que ce matin, bon, c'est pas la fête de la musique, c'est une soirée chez des amis hier soir qui a un peu duré tard. Et quand je me suis levé ce matin en ramassant tous mes trucs, je me suis dit, oula, comment je vais faire ? Bon, je vais juste prendre comme ça des gris-gris et je vais les mettre autour de moi pour me rassurer. Hein. Mais il va falloir que j'y aille sans trop préparer, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire et j'aurais même eu le temps de le faire que je ne connais pas bien ce domaine. Hein. Tout ce que j'ai à ma disposition, c'est la vie de Goffman et une certaine maîtrise de ces textes et de quelques textes parallèles. Mais en même temps, c'est ça un séminaire. Hein. On se lance, c'est aussi la façon dont moi je peux continuer de temps en temps à avancer, quoi, sans continuer à toujours mouliner les mêmes trucs que je connais par cœur. Hein. Mais bon, voilà, merci de votre indulgence, là, parce que on patine un peu nécessairement. Je vous ai donné quelques éléments biographiques. Vont-ils vous aider un jour ? Peut-être que l'une de ces anecdotes va un jour vous aider. Tiens, c'est marrant, parce que le truc qu'il nous avait dit avec sa glace Santa, là, on dirait que... Peut-être. Hein. De la même manière, les quelques concepts que je vous dis, tiens, allez un peu les revoir. Ça vaudrait peut-être la peine. Hein. Ou essayez peut-être de retrouver dans la traduction française comment on a traduit dramatic scripting, et essayez de voir si ça peut servir à quelque chose. À ce stade-ci, j'en sais rien. Mais voilà. C'est, encore une fois, pour moi, c'est des éléments qui, un jour, peut-être, vont fleurir ou se révéler productifs. Et peut-être pas du tout, hein, il faudra peut-être passer à autre chose. Hein. Bon, c'est je ne sais plus qui disait que de son terrain, on ne garde que 10 ou 15%, hein, de ses archives, même chose. Et peut-être de toutes ces lectures, toutes ces notions théoriques, quand on arrive au bout de sa thèse, on s'aperçoit qu'on n'a aussi gardé que 10 ou 15%. Et il faut accepter de faire de la casse, il faut accepter de jeter. Hein. Mais il faut produire 100% pour en garder 20% et avoir quelque chose en main. Bon, allez, je m'arrête là, mais la conversation reprend. Merci beaucoup. Merci beaucoup.